Bonjour à tous, je suis Charlotte Sugliani, je travaille chez EDF Power Solutions. On est la filiale énergie renouvelable du groupe EDF. Je suis chef de projet à la direction éolien en mer et je travaille plus particulièrement sur le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, pour lequel je suis en charge des autorisations et des relations territoriales, avec une dimension socio-économique importante. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'organisation de la sous-traitance pour la phase d'exploitation maintenance du parc de Saint-Nazaire. Donc pour commencer, vous rappelez, le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, qui est opéré par EDF Power Solutions, c'est le premier à être entré en service en France. Donc il a une puissance de 480 MW. Il couvre une superficie de près de 80 km² au large de la presqu'île de Guérande et il est composé de 80 éoliennes General Electric Aliad 150. Le projet nous a été attribué en 2012. On a pu démarrer la construction en 2019. Et la phase de construction, donc toute la partie fabrication des composants en usine et installation travaux en mer, nous a permis de mobiliser plus de 800 entreprises françaises, 2300 emplois, dont 1200 en Pays de la Loire, ce qui fait un pourcentage du volume d'affaires attribué aux entreprises françaises qui s'élève à 60%. Le parc est rentré en service en novembre 2022 et donc depuis les éoliennes tournent au large de Saint-Nazaire et la base d'exploitation et de maintenance est située sur le port de La Turballe. Les caractéristiques de ce parc, on est sur des fonds rocheux. C'est le banc de Guérande et donc les éoliennes ont été installées sur des fondations monopieux, donc qui sont des gros tubes en acier qui ont été enfoncés dans le sol par battage ou par forage, qui sont coiffés par la pièce de transition et enfin l'éolienne. Donc l'éolienne, c'est General Electric, comme je le disais. Tout le lot fondation pièce de transition, ça a été confié à Eiffage. Les câbles interéoliens sont posés sur le fond, protégés dans des coquilles en fonte et donc nous ont été livrés par Prysmian et installés par Louis Dreyfus Travaux-Océan. Et puis pour le parc de Saint-Nazaire, ça n'est plus le cas depuis l'appel d'offres numéro 4 en France. On a la maîtrise d'ouvrage du poste électrique en mer, qu'on a commandé au chantier de l'Atlantique. Et en sortie du poste électrique, c'est le raccordement qui est géré par RTE. Alors, que se passe-t-il à La Turballe ? Donc, le parc a une durée de vie estimée à plus ou moins 25 ans. Donc, pendant toute cette période, il y a une activité à l'année sur le port de La Turballe, donc dans la base de maintenance que vous voyez en haut à droite. Là-bas, on a les équipes d'EDF Power Solutions qui vont assurer la supervision du parc et des machines. Le suivi de la production également, la mission de coordination maritime qui consiste à organiser toutes les activités nautiques nécessaires au transfert des techniciens pour mener les opérations de maintenance, avec notamment des requis de sécurité et de HSE importants. Donc tout ça est géré depuis un centre de contrôle. On a également toutes les équipes qui vont planifier la maintenance avec les activités logistiques qui vont avec. Donc le gros de l'activité, en fait, c'est la maintenance préventive des éoliennes, des fondations et du poste électrique en mer. C'est une activité qui est concentrée printemps-été pour deux raisons. La première, c'est que c'est là que la météo est la plus favorable pour accéder aux structures, puisqu'en général, les transferts se font par CTV, par bateau. Et aussi, puisque évidemment, par sécurité, quand il faut intervenir dans une éolienne, on va l'arrêter. Donc, c'est plus intéressant de l'arrêter au beau jour qu'en plein hiver, là où il y a le plus de vent. Et puis également, on va organiser tous les suivis environnementaux qu'on mène pendant au moins les 5 premières années d'exploitation et qui vont du coup emmener différents moyens nautiques, plongées sur le parc. Donc dans la base de maintenance, il va y avoir le magasin avec tout le matériel qui part sur les structures. Et puis, on a fait installer des pontons où on a 3 navires de transfert du personnel qui emmènent les techniciens quotidiennement pour les déposer sur les structures. Il peut nous arriver aussi, en fonction de la météo et du degré d'urgence des interventions, de devoir faire des transferts par hélicoptère. Donc ça, c'est plutôt géré par General Electric, qui a le gros des équipes. Et ça se fait depuis l'aérodrome de La Turballe. Et il a pu arriver aussi que General Electric fasse appel à un SOV pour sa campagne de maintenance préventive.
Du coup, il y a voilà, 3 grands acteurs en fait sur la base de la turbale. Donc il y a EDF Power Solutions, donc qui va être responsable de l'ensemble de la maintenance et qui va gérer spécifiquement la maintenance du poste électrique, des fondations et des câbles interéoliens. Ensuite, la maintenance des éoliennes a été confiée à General Electric dans le cadre d'un contrat de 17 ans. Et General Electric s'appuie sur 2 entreprises voilà, qui connaissent bien les Aliades 150, qui sont Global Wind Service et Handyprev, donc qui ont des entités installées en France. Global Wind Service va faire beaucoup de préventifs pour General Electric. Handyprev va gérer plutôt le correctif et également le ROC, le centre de contrôle à distance des éoliennes. Et enfin, le transfert du personnel est assuré par 3 navires affrétés armés par LD Tide, donc 2 navires affrétés par General Electric et un pour les équipes d'EDF Power Solutions. Voilà. Et je vous ai mis aussi la date des garanties et des sorties de garantie en fait, des composants qui sont dans notre périmètre. Aujourd'hui, voilà, c'est plus au titre d'EDF Power Solutions que je m'exprime. Voilà, je pourrais vous parler de ce que fait General Electric aussi, mais vraiment pour ce qui nous concerne, parce que nos équipes sont présentes sur le salon, on a un stand, donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Ces premières années d'exploitation et maintenance, elles sont faites dans un cadre où les actifs sont encore sous garantie. Et voilà, et ce qu'on voit, c'est que ces garanties vont arriver à échéance. Et donc ça va changer quelque chose pour nos activités. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement en termes d'activité de maintenance sur le parc éolien? Donc, il y a des choses qu'on va faire nous-mêmes, EDF, avec les techniciens d'EDF Power Solutions ou qu'on va sous-traiter. De la même façon, General Electric sur la partie turbine a aussi une petite équipe de techniciens, mais s'appuie beaucoup, comme je le disais, sur Global Wind Service et Handyprev. Donc, on va distinguer ce qui voilà, fait l'objet de la maintenance régulière et les activités spécifiques. Donc la maintenance régulière, en fait, on est sur des choses assez classiques, beaucoup de compétences qu'on trouve déjà dans le tissu industriel français, avec quand même la spécificité qu'on travaille offshore, hein, ce qui implique des formations particulières. Donc on va avoir toute la maintenance électrique, les équipements sécurité incendie, climatisation, de la peinture. Les grues, c'est quelque chose d'important. J'ai pas choisi les bonnes photos. Mais en fait, au pied de chaque éolienne, il y a une plateforme où il y a une grue qui sert à récupérer le matériel qui est amené par les navires de transfert. Donc le matériel pour la maintenance des fondations et pour la maintenance de l'éolienne elle-même. Et puis sur le poste électrique, on a aussi 2 grues qui sont beaucoup plus puissantes. Et également sur le port de la turbale, on a les grues qui permettent de mettre le matériel sur nos bateaux et de décharger le soir. Et donc les grues jouent un rôle crucial dans l'organisation des opérations de maintenance, parce que si jamais une grue ne marche pas, vous ne pouvez pas monter le matériel, vous ne pouvez pas travailler. Voilà. Et puis on a des choses assez spécifiques comme le radar maritime ou les panneaux du balisage maritime, donc qui est sous forme lumineuse pendant la nuit, qui est au niveau des fondations. Et après, on a des activités plus spécifiques qui arrivent plus, qui sont pas forcément planifiées à l'avance, comme des inspections visuelles qui peuvent être soit aériennes, soit sous-marines, par drone, par cordiste, et puis des fois, donc sous-marine, on travaille avec des ROV. Je vous donne un exemple. L'année dernière, il y a eu une collision, il y a un navire de pêche qui est rentré en collision avec une de nos éoliennes. Au niveau de l'échelle de boat landing, on a eu besoin assez rapidement d'aller voir l'étendue de dégâts. Et donc pour ça, on a pu travailler avec une entreprise locale qu'on connaît, qui était très réactive, qui s'appelle Madfly, et qui a pu envoyer un ROV et nous faire de premières images sous-marines qui, pour le coup, ont été plutôt rassurantes. On fait également des relevés bathymétriques pour le suivi de la position des câbles, ou également si on doit faire venir un jack-up pour identifier l'endroit où il va pouvoir poser ses pieds. On a des suivis environnementaux aussi, donc avec des bureaux d'études, donc soit par bateau, avion et plongée. Et puis des activités assez traditionnelles autour des contrôles réglementaires, de la gestion des déchets, des EPI, des consommables, etc.
Et les consommables, je dis juste un mot. On a fait le calcul et depuis que le parc est rentré en service, donc depuis 2023, on a passé plus de 100 000 € de commandes à la coopérative maritime de la Turballe. Donc c'est vrai que nous, on est arrivé comme un nouvel acteur sur le port de la Turballe. Il a fallu qu'on trouve notre place pour la coactivité dans le port. Mais pour le coup, voilà, on travaille beaucoup avec la coopérative maritime et ce sont aussi des retombées économiques importantes pour un port comme celui de la Turballe. Et autour de toutes ces activités, il y a des choses qui ne sont pas du tout figées et je voulais dire un mot là-dessus. On est toujours ouvert en fait à se voir proposer des solutions innovantes, alors soit des innovations technologiques, soit des innovations sur la méthode, sur les process, pour optimiser nos activités, garantir la sécurité et décarboner aussi nos activités. On commence à acquérir là 3 années de retour d'expérience sur la phase d'exploitation. Il y a eu beaucoup d'interventions. On est en mesure et on s'appuie sur nos sous-traitants pour ça, pour voir aussi les choses qui pourraient, peut-être certaines activités qui sont redondantes ou certaines qui nous prennent beaucoup de temps. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des solutions alternatives. Et c'est ainsi qu'on a pu commencer à faire du transfert de clés de consignation d'un endroit à l'autre du parc par drone, là où avant on passait par bateau. Donc le gain de temps a été énorme et en termes de décarbonation, ça avait aussi un intérêt. Alors comment est-ce qu'on sélectionne nos prestataires et nos fournisseurs ? Alors je vais distinguer 2 cas, je pense que c'est important à avoir en tête. Va y avoir plutôt l'approche qu'on va appeler chez nous le single source, où le choix des fournisseurs et des prestataires se fait dans un périmètre en fait assez restreint, ce qui fait que ça ne va pas forcément faire l'objet d'appels d'offres. D'abord, toutes ces premières années, il y a les maintenances dans le cadre d'une garantie fournisseur. Je vous parlais des grues. Les grues à côté des pontons, c'est la marque Seasight. Les grues, c'est les grues Palfinger, pardon. Les grues au pied des éoliennes, ce sont les grues Seasight. Les grues sur le poste électrique, ce sont des grues Melcal. Et voilà, ce sont 3 fournisseurs de grues qui sont pas implantés en France, mais dans le cadre de la garantie, ce sont leurs équipes qui sont venues pour faire la maintenance des grues. Et on vient tout juste de lancer un AMI pour identifier, maintenant qu'on est sorti de la garantie, des entreprises françaises qui pourraient faire la maintenance de ces grues. Mais en tout cas, voilà, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'opportunité pour les entreprises locales. Il y a aussi la maintenance de certains équipements particulièrement complexes, comme le radar maritime, où là, on va travailler de façon privilégiée avec le fournisseur qui connaît aussi parfaitement son équipement. Et puis, continuité de la construction, je fais référence là en fait à des partenariats qu'on a noués avec des entreprises pendant la phase de construction, toutes les activités sur le site d'assemblage et la phase de commissioning, de mise en service en mer, où on a travaillé avec des entreprises locales dont on a été extrêmement satisfait. Et du coup, c'est assez naturellement qu'on leur a confié des prestations qui ont fait l'objet de contrats sur les premières années de maintenance. Et là, je pense par exemple à l'entreprise de travail sur corde Altitude Service. En dehors de ces cas-là, on a un processus de sourcing beaucoup plus large des entreprises. Pour ça, on a la diffusion d'appels à manifestation d'intérêt directement au cluster dont on est partenaire, donc comme Neopolia ou Bretagne Ocean Power. Et puis, via CCI Business. Donc l'AMI dont je vous parlais à l'instant sur les grues, il a été publié il y a quelques jours sur CCI Business. Et après l'étape de l'AMI, les entreprises répondantes sont shortlistées par notre service achat et la shortlist peut recevoir la RFQ. Et puis, on a aussi, on est aussi toujours ouvert, que ce soit les équipes achats ou les équipes opérationnelles à la base de maintenance de la Turballe, mais c'est la même chose aussi, par exemple, pour notre parc à Fécamp, pour avoir des entreprises qui viennent nous voir avec des bonnes idées et où là, on peut tester et puis si ça marche, on peut aller plus loin.
Je rappelle que pour toutes les prestations qui font l'objet d'une intervention sur les structures, on exige évidemment la formation GWO offshore. Je sais qu'il y a sur le salon plusieurs entreprises qui la dispensent en local. Je pense notamment au CEPS à Lorient, il y a l'IFOPS à Nivillac, il y a GTS à Caudan et peut-être FMTC qui est là aussi. Cette formation sur sa version basique, elle a un coût de 2 000 € par salarié formé, auquel il faut rajouter aussi tous les EPI qu'il faudra avoir pour équiper un technicien, qui ont un coût autour de 2 000 – 3 000 €. Voilà, donc faut avoir en tête ce budget-là aussi pour former votre personnel et être en mesure du coup de rentrer dans nos requis HSE. Alors, quelles sont les possibilités pour vous faire connaître, hein, puisqu'on est quand même sur un temps long avec une vingtaine d'années d'exploitation. On vous invite, si ce n'est pas le cas, à adhérer au cluster de vos territoires, donc que ce soit en Méditerranée, en Bretagne, en Normandie, parce que nous, les clusters, pour nous, sont des interlocuteurs privilégiés. On sait qu'en discutant avec un cluster qui a 200 entreprises membres, on pourra, si on doit émettre un besoin, le cluster va diffuser à tous ses membres. Il peut nous orienter aussi parce qu'il connaît parfaitement son tissu d'entreprise. Et puis les clusters ou les agences de développement économique font des annuaires aussi qui peuvent nous être utiles. L'inscription sur CCI Business, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment indispensable. Sur des événements comme Synergie, notre service achat est inscrit au rendez-vous B2B. Donc là, je pense que c'est un peu tard pour les créneaux, mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y a toujours sur ce type d'événement des possibilités de prendre rendez-vous comme ça. Et puis, enfin, vous faire connaître auprès des équipes EDF Power Solutions qui travaillent dans les bases ONM ou sur les fonctions qu'on appelle un peu plus terrain, comme moi, où il y a ma collègue Clotilde qui est là. Il y a d'autres collègues sur le stand EDF Power Solutions. Et voilà, et on peut être votre première porte d'entrée et puis répondre dans la mesure de nos capacités à vos questions et vous mettre en relation avec les bons interlocuteurs derrière. Voilà, on est complètement ouvert. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ouais.